parce que tout le monde veut devenir franchisé, mais après nous on a eu à l'époque des franchisés qui, à part casser le réseau, ils servent à pas grand chose, et après c'est toujours une difficulté de les sortir. Donc je pense que c'est comme la sélection d'un collaborateur, d'un salarié, la sélection du franchisé, elle est autant importante, c'est très très important. C'est comme un club de foot, il faut un bon effectif, il faut un bon coach, des bons kinés, des bons nutritionnistes, c'est pareil. Nous, notre équipe de franchisés aujourd'hui, le réseau, c'est un réseau qui est d'une qualité. Tu vois, la promesse client, tu vois, sur les avis, elle est toujours bonne parce qu'ils sont bien formés, ils sont bien recrutés, ils sont bien animés. Et la vision, elle est commune. En fait, on a un destin qui est solidaire. Et ils l'ont tous compris. Et sans émotion, ils se sont dit, en fait, on a tout intérêt à ce que l'autre réussisse. Parce que plus moi je réussis, plus le voisin va réussir, et plus on va réussir à acheter moins cher la matière première, plus on aura de notoriété. Tu vois, ce cercle vertueux, en fait, de se dire que il faut plafonner ses marges, il faut faire du volume, et surtout, il faut être constant. Et cette notion de constance, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Cette autodiscipline pour réussir à pas faire ce qu'on aime, mais faire ce qu'il faut. Exact. Mettre du cœur à l'ouvrage, mais pas prendre des décisions à l'émotion. Et la seule décision qui vaille, c'est la décision de la raison. Il faut que ce soit raisonnable. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je l'avais vu de toute façon à Montpellier, Antoine. Il était très bien tenu, le restaurant. Je ne sais pas si les franchisés sont encore en poste, oui. Très, très bien tenus. Ils étaient vraiment vigilants sur l'hygiène, sur l'accueil client, etc. Ça m'avait même étonné. Très, très bien tenus. Tu vois, c'était vraiment les standards des grosses enseignes. Bien sûr. Et c'est ça qui, je crois, a permis dès le départ d'accélérer la croissance. C'est que cette notion de détail, de service. Moi, je nettoie les toilettes après chaque client quand j'étais opérationnel. Ouais. Mais je vais même te livrer une anecdote. En étant au service, donc tous les jours, j'ai recruté 2 franchisés. En moins d'1 an et demi, ces 2 franchisés m'ont acheté 5 restaurants. J'ai rencontré mon épouse au comptoir et un ami. Les amis, ça se compte sur les doigts de la main. Exactement. Tellement j'étais solaire, impliqué, investi, finalement sans aucune barrière. Les gens l'ont senti et c'est ça qui fait la différence, je crois. Faut être passionné et après c'est la rigueur aussi, il faut être rigoureux. En fait, c'est ça, la passion, on doit la mettre dans les actions, mais dans la décision, on doit être raisonnable. Et vous avez mis en place le siège, parce qu'après donc tu démarres la franchise, etc. Pour que les gens comprennent un peu le process. Les franchiseurs naissent tous comme ça, c'est-à-dire on démarre, on gère nous-mêmes notre premier restaurant, c'est un peu notre bébé qu'on façonne petit à petit. Après on en ouvre un deuxième, un troisième, où on lance à partir du deuxième directement la franchise, et là on met en place le back-office. Les bureaux qui viennent se greffer petit à petit. Au bout de combien de restos tu as mis ton siège ? Alors comme je te dis, on avait une équipe de stagiaires qui venaient en fait bridger, on va dire, les 5 métiers du franchiseur. Je peux rappeler les 5 métiers parce que c'est important de comprendre comment organiser une tête de réseau. Tu as le métier du développement qui a pour objectif d'identifier des franchisés, de les placer sur le territoire, donc trouver le bon emplacement, d'obtenir le financement auprès des banques partenaires et de construire la boutique. Une fois que ça c'est fait, il faut le former de manière initiale au savoir-faire secret de la marque, mais permanente, les innovations, les évolutions du concept. Donc là, tu as le service développement, service formation. Ensuite, tu as le 3e métier qui est le métier de l'achat. Achat logistique, c'est un métier qui est très simple, il n'a que 2 finalités. Faire bénéficier aux franchisés des meilleures marges et au client final du meilleur rapport qualité-prix. Exact. Le 4e métier, c'est le marketing et la communication. Donc là, c'est la communication au lancement, qui n'est pas la même que la digitale, que la locale, que la nationale, locale, régionale. Bon, toutes les déclinaisons du marketing qu'on connaît plus ou moins. Et enfin, le 5e métier, c'est l'unité centrale de gestion. Là, pour le coup, c'est les équipes support des 4 autres métiers. Juristes, DAF, RH, tous les supports qui viennent accompagner le franchisé au quotidien dans la gestion de son entreprise. L'animation de réseau, tu la mets dans le développement ? Non, je la mets dans le pôle formation-animation. Formation-animation, ok, impeccable. Okay. Et l'animation de réseau, finalement, y a beaucoup de méthodes pour animer un réseau. Tu as le client mystère pour garantir une promesse client, tu as les visites laboratoires pour garantir un respect des règles d'hygiène drastiques, et surtout les visites d'accompagnement, l'analyse des tableaux de bord des franchisés, les conventions. On fait des conventions annuelles, on reçoit tous les franchisés, mais on fait également tous les trimestres ce qu'on appelle des comités de dialogue et de concertation, où on réunit régionalement, localement, des franchisés qui ont des choses à dire sur certains sujets, le développement, le produit. La fréquence de passage pour visiter les franchisés, c'est quoi en moyenne ? Alors, tout dépend. Si tu es en phase de lancement, tu as un accompagnement qui est beaucoup plus soutenu que quand tu es en... Tous les 15 jours et après... Exactement. En fait, la phase la plus critique, c'est le lancement. Mais dans toute entreprise, si tu prends un nouveau-né, il est plus fragile la première année de sa vie que quand il a 3 ans. Et bien nous, c'est exactement pareil. Donc effectivement, on sait que la première année, elle est sensible, on y est très attentif, et ensuite, en fonction des performances du franchisé, de la solidité de son équipe et de son ambition. Un franchisé, moi, il y en a qui viennent me voir et qui me disent, moi, j'en veux 5.
Donc je leur dis, on apprend à marcher avant de courir, évidemment. Et le premier, c'est le pilote qui va définir finalement le reste du partenariat. Donc eux, on les accompagne d'une autre manière parce qu'ils ont une posture rapidement multisite. Où au départ, dans le système Eat Salad, le franchisé, il doit rester chez nous 8 mois sur le terrain. C'est contractuel, il doit être à faire des salades, à être en cuisine, à former ses équipes. Donc un franchisé opérateur. Exactement. Au départ, au moins. En tout cas, c'est obligatoire, puisque sa posture, c'est de connaître tous les instruments de musique et ensuite de devenir le chef d'orchestre. Mais pas de faire les deux. Ouais, tu vois, moi, un franchisé qui me dit, Antoine, moi je vais rester 5 ans dans ma boutique tous les jours au service, je ne pourrais pas le signer. Et aujourd'hui, ta centrale d'achat, elle est externalisée ou vous l'avez internalisée? Alors nous, on a des fournisseurs référencés. D'accord. Donc on a identifié des fournisseurs. En fait, pour savoir si tu achètes bien, le seul moyen que j'ai trouvé, moi, c'est de l'appel d'offres. Tu mets en concurrence les fournisseurs pour une même mercuriale. Donc d'ailleurs, un petit conseil à nos amis restaurateurs, vous prenez votre mercuriale avec les libellés des produits, vous cachez les prix et vous l'envoyez à tous les acteurs sur le marché. Et chacun met son prix en face et on choisit au mieux 10 ans. Ouais, exactement. Est-ce que en parallèle à ça, tu faisais du foncier? T'as fait du foncier? Alors effectivement, nous on s'est inspiré des modèles McDo et on va dire des tauliers du game, et effectivement le foncier ça reste un élément fort, mais tu peux pas toujours acheter les locaux commerciaux. Puis moi je trouve que quand même le franchisé, c'est son patrimoine professionnel. Si lui, il a les ressources financières et l'ambition d'acheter la cellule qu'il exploite, par déontologie, on va lui laisser la primeur. Bien sûr. S'il veut pas ou qu'il peut pas, et que ça correspond, nous, à notre portefeuille de développement, à ce moment-là, on se positionne. Et aujourd'hui, t'as quelques succursales encore? Très peu, oui. Très peu, ça représente quoi, 10%? Même pas. Non, j'ai 2 succursales et je suis... Tout le reste full franchise. Full franchise. Par contre, j'ai des contrats cadres avec des franchisés pour innover le produit. Puisque quand on lance une nouvelle gamme, tu sais, on a des cartes hiver, cartes été, eh bien, on va le tester dans 4, 5, 6 régions de France différentes, avec des franchisés qui ont une appétence pour le produit, qui ont, tu vois, des vraies qualités pour justement innover les produits. Quand on forme des franchisés, ça dure 2 mois la formation initiale, c'est un vrai parcours initiatique. Eh bien, on trouve des franchisés qui ont cette fibre aussi pédagogique, et donc c'est cet équilibre dans le réseau qui fait que on arrive à ouvrir 30 points de vente par an. Un peu des franchisés ambassadeurs en région. Eh bien, je vais te dire, 100% de nos franchisés chez nous sont des ambassadeurs. Très très bien. En fait, c'est ça. Quels sont aujourd'hui, de toute façon on va donner plus d'informations, n'hésitez pas, on va vous donner plus d'informations si vous en voulez encore plus sur le domaine de la franchise. Quelles sont pour toi aujourd'hui les erreurs qu'un franchiseur, quelqu'un qui veut devenir franchiseur ne devrait pas faire, des erreurs que toi tu as faites, on en a tous fait, des Bien erreurs, sûr. Des choses à pas reproduire? Je crois que la première erreur, c'est de ne pas structurer son manuel de savoir-faire. Tu vois, de ne pas prendre le temps de rédiger, mais vraiment ligne par ligne chaque élément du concept et son approche. Et j'ai une petite technique qui je trouve infaillible. Pour quelqu'un qui veut réaliser son manuel opératoire maison, tu prends une semaine du lundi au lundi, si t'es ouvert 7 jours sur 7, et du matin où tu mets le coup de clé dans la porte jusqu'au soir où tu le remets dans l'autre sens, et tu notes tout ce que tu fais et tu le chronomètres. Et à la fin de ta semaine, tu te retrouves avec 7 pages différentes, avec 7 journées type, et tu vas voir que tu as des doublons. Tu fais 4 fois la même chose dans la journée. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses en fait qui servent à rien, ou au contraire, qui sont pas assez musclées. Et donc là, tu poses le pied sur le ballon, tu regardes tout et tu dis ok, je vais fusionner tout ça pour en faire une pratique qui est redoutable. Parce que la vraie définition d'une enseigne en franchise, c'est l'intime conviction déjà qu'il y a plus à gagner ensemble que séparément. Sinon le franchisé il va pas venir avec toi, il va le faire tout seul. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que ton modèle présente une rentabilité supérieure à celui du voisin qui fait la même chose. Et ce manuel opératoire, c'est déjà la preuve tangible que tout est organisé pour faire réussir les autres. Dans le domaine de la salade, donc au début tu avais un concurrent qui s'appelait Jour. Oui. Qui lui n'a pas duré. En réalité, je crois que et vous n'avez pas voulu reprendre non plus l'entreprise. Comment t'expliques quelle erreur eux, par exemple, ont fait que vous n'avez pas fait? Pourquoi c'est parti en liquidation? On parle d'erreurs et effectivement, on ne peut pas être à avoir été. Moi, je pense que les erreurs, il n'y a pas de complexe à avoir, on peut se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est même que comme ça qu'on apprend, je crois, et on apprend plus de ses erreurs que de ses succès. Exactement. Par contre, le succès, il se juge sur la capacité à durer. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a, je pense, une histoire d'humain. Quelle est l'ambition du fondateur? Est-ce qu'il a envie de continuer? Est-ce qu'il a envie de se développer? Le choix de la zonification. Zonification, c'est l'art de prendre ton territoire, donc la France par exemple, et d'essayer d'identifier des emplacements qui présentent le même potentiel que les plus grands succès. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes 5 meilleures boutiques de France. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était les meilleures. Le flux piéton,
le nombre d'espaces verts, le taux de chômage, la répartition homme-femme, la présence de brasseries, la présence de certaines enseignes nationales. Et j'ai dit, si je retrouve précisément en France, dans une iris, on a défini qu'une iris, cette zone de chalandise, c'est 7 minutes à pied, 12 minutes en voiture à peu près. Voilà, en gros, c'est à peu près cette taille-là. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces iris en France? Eh bien, moi, j'en ai identifié 550 qui sont numéro 1. Ça veut dire qu'il reste des emplacements, mais ils seront bis ou ils seront terre. Mais cette capacité à dire, aujourd'hui, le concept, il marche parce qu'on a cet écosystème autour, où est-ce que je retrouve en France tous les écosystèmes équivalents? Parce que tu peux pas vendre à un franchisé un potentiel qui n'est pas le même que celui du plus grand succès. Exactement. Donc si tu le mets au fin fond d'une ruelle dans un petit village de campagne, alors que tes succès c'est dans des métropoles, c'est pas cohérent. Et aujourd'hui, tu conseilles à quelqu'un qui veut être franchiseur d'ouvrir beaucoup de succursales, ou un peu le modèle comme vous avez fait, ou Subway par exemple, qui n'a plus de succursales, c'est tenu que par la franchise, et être focus, full franchise, ça se vend comme un abonnement en réalité, c'est un business model d'abonnement. Moi je crois qu'on peut pas être le chef d'orchestre et les instruments de musique en même temps. Et je suis certain que quand tu es succursaliste, tu passes beaucoup de bandes passantes précisément à régler des problèmes opérationnels et pas te concentrer sur ton animation de réseau, sur ton marketing, sur l'innovation du produit. Donc il faut des pilotes pour commencer. Je crois que c'est obligatoire parce qu'il faut se forger, il faut se faire du cuir, il faut être confronté aux difficultés. Mais derrière, quand tu fais que de la succursale ou trop de succursales, eh bien t'es plus concentré sur le développement. Je suis d'accord avec toi. Moi par exemple, tu vois, avec le recul, à l'époque j'avais fait le premier réseau Nabab, j'avais une 50aine de succursales, 70 franchisés à peu près, et à côté on avait une 60aine de murs commerciaux. Et ce qui nous épuisait le plus, c'était la gestion des succursales. Mais on avait besoin d'en avoir parce que chez le franchisé, on se sentait pas chez nous. En fait, tu sais, quand tu crées ton premier business, c'est ton bébé. Et tu te dis, c'est mon bébé, mais je le confie aux autres. Donc la relation était un peu bizarre, donc j'étais content d'avoir les succursales. Mais par contre, c'était énormément de travail, énormément de ressources d'énergie. Et avec le recul, on s'était dit avec les collaborateurs, on aurait dû plus être focus franchise. Et si c'était à refaire aujourd'hui, parce qu'on a tous fait des erreurs, limite m'associer avec un franchisé pour la première succursale, m'associer, et moi être focus siège, support, marketing, développement, animation. Ouais, ça s'appelle la joint venture, ce format-là, et c'est un format qui marche bien puisque à partir du moment où le franchisé il a mis ses billes dans le projet, il est vraiment motivé. Exactement. Et malgré ce qu'on dit en succursale, le directeur, même s'il est compétent, il sera jamais aussi motivé qu'un franchisé qui a mis son âme, ses tripes dans le projet. Exactement. Il y a un autre levier qui est très important, c'est celui de l'économie, puisque quand tu autofinances ton développement au travers de la franchise, ça va quand même beaucoup plus vite. Bien sûr. Que quand tu prends ton cash, ton apport et que tu t'endettes, à un moment donné, le système français fait que d'un taux d'endettement trop important, tu attends quelques bilans, tu reprends l'oxygène et tu peux continuer à te développer. Bien sûr. Et quand c'est ton nom sur l'offre de prêt, sur le bail commercial et sur le contrat de travail, ton énergie elle est 3 fois supérieure quand tu es un peu, on va dire, plus touriste. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, qui performait le plus chez toi? C'est-à-dire, c'est des succursales ou des franchisés? Alors, au départ, c'est les succursales parce qu'on y était. Opérationnellement, et le conseil que je peux donner à nos auditeurs sur la phase succursale, si vous voulez faire des succursales 500 ans, mais faites-les dans un tout petit périmètre. Ne commencez pas à en faire à 200 km de chez vous, parce que c'est ça qui tue. Ce qu'on appelle le développement escargot. Exactement. Très important. Ouais, il faut le faire comme ça. Ça, on me l'a dit, moi, même dans le développement franchise, bon, avant c'était différent, il n'y avait pas les liens en avion, en train aussi rapides qu'aujourd'hui, mais une fois un grand franchiseur, je parle ça il y a 20 ans, il me disait développe toujours en escargot. Quand tu ouvres ta première ville, c'est Bordeaux, la deuxième c'est peut-être Toulouse, après Toulouse c'est Montpellier, mais en escargot parce que on y va souvent au départ. Et le développement, on le maîtrise beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, peut-être ça se fait différemment parce que le monde il est devenu plus petit. Ça va très vite. On peut ouvrir à New York, revenir à Paris le lendemain, quoi. Mais à l'époque, ça s'est fait en escargot. Mais même pour optimiser les coûts de l'animation, ne pas avoir des animateurs qui font les 4 coins de la France, même pour eux, pour le confort. Coûte très cher. Et puis même psychologiquement, le temps qu'ils passent sur la route, ils ne le passent pas à accompagner le franchisé sur le terrain. C'est ça l'ambition. Mais même, moi à l'époque, ce qui m'amputait la rentabilité, c'était les frais de déplacement des animateurs et des développeurs. Alors après, on les a régionalisés, mais ça coûtait très cher. En fait, c'est toujours qu'est-ce que ça coûte par rapport à ce que ça rapporte. Exactement. Et si tu l'as dit, tu arrives chez un franchisé, t'es pas le bienvenu, tu as mobilisé de la ressource, du temps pour lui donner pas une leçon. Parce que toi, tu as vu ce qui se passe au national, tu as vu les meilleures pratiques, tu as vu exactement ceux qui réussissent le mieux, comment ils se comportent. Et tu leur dis,
Moi, les amis, j'ai une super bonne nouvelle, puisque j'ai vu quelqu'un qui est confronté à votre problématique et qui a trouvé ça comme solution, et je viens pour vous donner la bonne parole. Tu devrais être accueilli avec un grand café et un sourire. Exactement. Qu'est-ce qui est pour toi la différence entre être franchisé et être franchiseur ? Quelle est la différence de caractère de personnes pour ces deux métiers ? Parce que moi, par exemple, j'aurais jamais pu être franchisé. C'est ma personnalité, j'aurais pas pu. Parce que peut-être on est créatif. Franchiseur, tu as besoin d'être plus créatif, de moins rentrer dans les cases et de laisser d'exprimer ta vision et ton concept. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Je crois qu'un franchisé, déjà, c'est quelqu'un de très intelligent. Pourquoi ? Parce que 95% des enseignes dans les commerces de détail réussissent et durent dans les 5 premières années quand ils sont en franchise, contre 45% quand ils ne le sont pas. Donc tu as une enseigne sur deux qui tombe en 5 ans quand ils sont pas sous une enseigne. Exactement. Donc les mecs, déjà, c'est des bons entrepreneurs parce qu'ils se disent, je vais m'associer avec soit le leader de mon marché et je vais pas être contre lui, je vais être avec lui. Donc déjà, ce sont des gens qui sont des bons visionnaires. Ensuite, la personnalité d'un franchisé, tout dépend de l'ambition de l'enseigne, mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre trop la tête à créer le concept, à l'éprouver, mais qui veut prendre un modèle efficace, se l'approprier, puisqu'il va apporter sa signature, sa touche, dans sa manière d'accueillir le client, etc. Et surtout, qui va se développer quand même assez vite. Parce que quand tu as un bon franchisé et que tu as un bon franchiseur avec toi, 3, 4, 5, 6 points de vente, tu peux les ouvrir en 2 ans et demi, 3 ans. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, a une certaine discipline du process, ce que toi tu pouvais peut-être ne pas avoir parce que, on va dire que toi tu es carré dans un rond et il faut des carrés dans un carré pour être bon franchisé. Et puis aussi le rapport au temps. Parce que je te l'apprends pas, quand t'es franchiseur, les vacances t'en as pas, c'est du 7 sur 7, c'est un projet sans fin. Or que le franchisé, il a peut-être un certain confort, pas de salarié, parce qu'il est pas du tout salarié, attention, mais il a un peu plus de confort parce qu'il est plus à l'opérationnel, à la gestion, à l'animation de son centre de profit qu'à une vision globale. Et en général, tu l'as dit, les problèmes quand tu étais franchiseur, c'est à cause de toi que les gens ont échoué, donc t'as le dos large. Moi, je disais toujours à mes collaborateurs, prenez des excellents exécutants. Et à l'époque, nos meilleurs franchisés, c'était d'anciens militaires. Les militaires, ils sont carrés, ils font qu'exécuter. Parce que quand on avait des franchisés trop créatifs, tu te retrouvais dans les boutiques à avoir des menus qui n'existaient pas, parce que le mec s'est dit, je vais faire ça, parce que ça va être mieux que ce que fait le franchiseur. Et c'est là qu'on avait des soucis. Je suis d'accord que ça, c'est le risque majeur en franchise, c'est que le franchisé estime qu'en fait, il a plus de valeur ajoutée seul qu'en réseau. Mais quand un franchisé ne propose pas le produit, ou quand un franchisé sort du cadre de référence et qu'il propose un menu qui n'existe pas, déjà il achète mal parce qu'il n'y a pas le volume en face. Il y a une promesse client qui est dépréciée. Le client se dit, moi j'ai adoré ce menu-là, je ne le retrouve pas dans ma boutique à 200 km ou à 100 km de ce point de vente, ça ne marche pas. Donc je crois que les créatifs, il faut les prendre, mais il faut encadrer cette créativité au travers de ces instances de dialogue où tous les trimestres, les mecs ils s'expriment en disant ton idée elle est viable, on va l'essayer, on va l'éprouver, et si ça marche, moi je m'engage franchiseur à la déployer au national sous un délai raisonnable. Exactement. Aujourd'hui, tu refais le même parcours que celui que tu as fait, donc ça fait une dizaine d'années, ouais, c'est ça. Peu plus. Qu'est-ce que tu changerais ? Quelles sont les erreurs ? Un futur franchisé qui nous regarde, futur franchiseur, quelles sont les erreurs que tu éviterais ? L'erreur que j'éviterais, c'est d'ouvrir trop de succursales dans des territoires qui sont trop diffus. Je concentrerai. Ensuite, j'apporterai encore plus d'exigence au choix de mes franchisés. En fait, j'affirmerai plus ma position en disant on veut être le leader sur notre marché. Pour être le leader, on ne peut pas le faire si tous les feux ne sont pas au vert, si tous les process ne sont pas respectés. Donc l'objectif, c'est que vous veniez rapporter votre valeur ajoutée dans la vision. Mais c'est un process qui doit être universel. Tu vois, donc en fait, je dirais beaucoup plus non que oui. C'est ça. Exactement, la réalité. Ouais. Il faut s'offrir le pouvoir de pouvoir dire non. Ça, c'est hyper important. C'est bon pour les parties. À la fin, si tu veux, c'est du perdant-perdant. Quand tu considères que le franchiseur et le réseau, c'est pas la même personne, ça marche pas. Mais parce qu'au début, quand t'es jeune franchiseur, t'es pressé de faire rentrer des droits d'entrée, t'as quand même une entreprise à faire vivre, donc tu dis voilà, j'ai un droit d'entrée, je passe, c'est 25 000, c'est 35 000, tu fais rentrer le cash dans l'entreprise pour la pérenniser. Mais en réalité, la pérenniser, c'est savoir dire non à certains franchisés, les intégrer plus lentement, on développe un peu moins vite au départ, mais au moins on a une base solide. Effectivement, c'est ça l'idée, t'es flatté parce que des gens veulent investir dans ta vision, donc t'es stimulé, et puis comme tu l'as dit, t'as envie de faire rentrer aussi un peu de belin, donc tu t'es plutôt ouvert. Mais en réalité, quand tu te dis que
plafonner ses marges, c'est beaucoup de marge dans la réflexion, puisque c'est la stratégie de volume qui paye, c'est la même chose. Tu as peu de franchisés, mais ils sont d'une qualité un peu comme des Spartiates. Si tu prends les Spartiates là, dans la Grèce, ils étaient 300 guerriers, et à eux 300, ils ont terrassé, alors c'est évidemment la légende, mais ils ont terrassé des centaines de milliers d'amateurs. Donc une équipe d'experts parfaitement ambitionnés, comme toi tu l'es, à être leader sur leur marché, qui ont dit ok, ce projet-là, c'est mon projet de vie dans un projet économique. Et tu sais, les franchisés qui marchent le mieux chez moi, c'est des franchisés qui ont mis toute leur bille dans ce projet. Et si le projet périclite, ils périclitent avec. Tous les investisseurs un peu inactifs qui veulent, on va dire, étoffer leur portefeuille de marque avec une enseigne, en général, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis, ils compenseront financièrement. Mais pour moi, ça, c'est la mort de mon développement. Exactement. Parce que la finalité, c'est que le client qui va dans cet établissement, il n'est pas respecté. Bien sûr. Il n'est pas bien traité. Et aujourd'hui, quand on fait de la salade sans extraction, sans cuisson, tu peux pas rater. Tu as une obligation de résultat. D'ailleurs, tu as les cartes en main pour développer très vite. Qu'est-ce que tu penses de... Moi, j'ai toujours été épaté par le développement d'un boulanger qui n'est pas boulanger à la base, qui est Bernard Blacher, les boulangeries Marie Blacher. Tu sais qu'ils en ouvrent aujourd'hui... Alors, quand tu ouvres 100 boutiques en 10 ans, c'est la moyenne à peu près. C'est la moyenne des réseaux en France. Ils en ouvrent 120 par an. Il y a un peu plus de 1000 boulangeries aujourd'hui. Comment tu arrives à expliquer, toi qui es un professionnel du développement, qu'ils arrivent à ouvrir plus rapidement que McDo l'a fait dans les belles années? Après, Subway ouvrait, à son époque, Subway ouvrait plus vite que McDo et Starbucks, je crois, réunis. Monde. Ouais, monde. C'est quand même des stats qui sont folles. La boulangerie en France, ça reste aujourd'hui, je veux dire, un beau fleuron. Mais Subway, c'est quand même beaucoup plus simple qu'une boulangerie comme Marie Blacher. Après, c'est des points chauds. Ouais, tu vois, c'est pas un métier de boulanger, c'est un centre de profit façon boulangerie aussi. Imagine une boulangerie. T'as vu une boulangerie Marie Blacher, le travail que c'est. Les boulangers, les femmes. Il y a du travail. Mais il y a une offre aussi en face qui est forte. Ça reste des métiers, entre guillemets, d'artisanat. Donc quand t'as un boulanger, le mec, il est formé. C'est un vrai professionnel, donc il va pas partir du jour au lendemain. Il y a toute cette notion quand même de carrière. Et puis je crois que le choix des emplacements est bon, avec les grands frais et avec leur positionnement. Et puis le choix de la gamme, le rapport qualité-prix. J'étais épaté, moi, par l'organisation en interne. T'as vu, quand souvent on est dans le développement, moi je l'ai fait, j'étais débordé. On était débordé, et la plus belle année, on a dû ouvrir 30 restos. Et on était débordé de travail. Et quand je voyais cette équipe de Marie Blacher, en août de l'année, ils avaient déjà fini leur plan de développement jusqu'à la fin d'année. Je te mens pas, c'est notre cas. Nous, on a bouclé toute l'année prochaine quasiment, il reste que quelques places. Et c'est cette anticipation qui est clé du succès. Et pour ça, c'est vraiment des hommes que l'on met en phase de projet et surtout un rapport au temps. Nous, le rapport au temps, le temps, c'est notre plus grande richesse. On le dit pas assez, on parle plus d'argent que de temps. Et moi, je crois que l'argent, quand tu l'as pas, tu en rêves. Quand tu en as un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est le temps que tu veux. Ah bien sûr, mais il n'y a pas peu, bien sûr. La vraie richesse, c'est le temps. Et être riche, c'est pas avoir de l'argent. La vraie richesse, c'est le temps. Et pour moi, le vrai hack, c'est de servir de son argent pour gagner du temps. Mais bien sûr, mais ça on le comprend en prenant de l'âge. D'ailleurs, tiens, on va parler de temps parce que c'est un truc qui m'intéresse. Comment toi t'organises aujourd'hui encore, mais comment t'as organisé ta vie? Est-ce que tu partais en vacances, pas un mois par an? Est-ce que t'avais tes week-ends? Comment t'étais organisé? Alors, moi, je suis pas un exemple forcément à suivre parce que je suis un peu extrême. Ouais. Extrême dans la mesure où l'ambition, c'est d'être le leader mondial. Et je peux pas être le leader mondial en travaillant 5 jours par semaine. Donc après, il y a travail et travail. Depuis le premier jour, j'ai même pas l'impression de travailler dans le sens latin, travail, torture. Ouais, parce que t'aimes ce que tu fais. Et puis surtout, je fais ce que je dois faire. Donc je le fais avec beaucoup de raison, de cœur à l'ouvrage, mais c'est comme un sacerdoce. Tu vois, je suis en croisade, je suis en campagne. Je suis en campagne, donc j'ai du mal, moi, à être sur le bord de la plage quand je sais que j'ai des mails en attente. C'est ma personnalité, tu vois, j'ai l'impression que je suis pas là où je dois être. Donc il faut en fait d'équilibre tant perso pour être un bon père, un bon mari, un bon frère, un bon entrepreneur en même temps. Donc c'est justement l'organisation. Je crois que la clé, Hakim, pour moi, c'est d'être organisé, anticipé. Et je vais te livrer une confession. On a une réunion qui s'appelle Plan à 20 ans. Et on fait le plan à 20 ans, une fois par semaine, avec notre directrice générale qui s'appelle Céline, qui est une personne exceptionnelle, qui m'inspire incroyablement, mon frère qui est également un entrepreneur redoutable. Et on se pose le dimanche, et pendant 2 heures, on parle des 20 prochaines années. Quelle décision on doit prendre maintenant pour être toujours là et être surtout leader dans 20 ans à l'échelle mondiale? Donc l'organisation, mettre en face d'une action temps, coût, gain. Tu
Tu vois, toujours. Et quand tu prends cette décision-là, à la fin, tu as ta somme. C'est un go ou un no-go, c'est binaire. Cette décision, quand elle est écrite comme ça, déjà, il n'y a pas de doute sur le fait de la réaliser ou de ne pas la réaliser. Et si tu dois justifier de ton choix, eh ben, il est pragmatique. C'est pas une vue de l'esprit où tu te dis bah, j'ai eu un déclic et je l'ai fait. Non, c'est binaire, c'est mathématique, c'est vertueux ou c'est vicieux. Et donc tu as un agenda de vie, je dirais un planning, tu pars un peu en vacances, tu profites un peu de la vie Oui, alors en fait j'arrive à segmenter dans la journée. Tu vois, tous les jours à la même heure j'ai une réunion avec tous les services et ça commence par le même interlocuteur qui commence par les mêmes sujets avec un CRM où on reprend de manière vraiment très très structurée. Tous les jours de la semaine c'est pareil. Ouais, c'est dingue. Mais c'est le seul moyen. Moi, je m'inspire beaucoup des sportifs de haut niveau. Tu vois, je prends un club de foot, les meilleurs top players, c'est des mecs qui, tous les jours, ils répètent leur gamme, ils refont avec beaucoup de hargne. Moi, c'est vraiment un mot que je pourrais me tatouer, la hargne. La définition de la hargne, c'est pas la haine, hein, c'est une ténacité rageuse. Quand tu fais les choses avec une ténacité et que tu mets de la rage dans chaque action, tu peux pas échouer. Ouais, c'est impossible. Tu sais que moi, comment je développais, alors on a eu un peu de casse à cause de ça, mais j'ai toujours, après c'est mon état d'esprit, j'ai toujours travaillé 3 mois, après, mais travaillé 3 mois, 6h minuit, et après je partais 3 mois faire le tour du monde. Ouais, c'est une belle vision. Hein. Et j'ai vécu toute ma jeunesse, parce que moi j'ai créé Nabab à l'époque, j'avais 19 ans, de 19 ans jusqu'à la vente, j'avais 31 ans, où j'étais vraiment la moitié de l'année à l'étranger, parce que je voulais faire le tour du monde. En fait, je voulais pas que ça flingue, on va dire, ma jeunesse. Dans ma tête, je me dis, tiens, j'ai développé hyper jeune, j'ai 20 ans, mes rêves de jeune, c'est de créer mon entreprise, de développer, mais aussi de faire le tour du monde et de vivre. Parce que c'est ma façon de voir la vie, le temps coûte beaucoup plus cher que l'argent, et je pense qu'il faut apprécier le temps à chaque moment de sa vie. C'est hyper important, parce que dans ma tête, je me disais, voilà, rouler en Bugatti à 60 ans, ça m'a jamais intéressé. Tu vois, la fougasse de la jeunesse, quand t'as entre 20 peut-être et 40, c'est exceptionnel. Et en fait, si tu veux, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. Mais je faisais mon taf. Alors quand je partais, j'avais toujours mon ordi, c'est le premier truc que j'avais dans la valise. Mais ça me permettait de me couper de la routine. Je comprends. Après, c'est vrai que chaque individu voit midi à sa porte, entre guillemets, et tu vois, tes ambitions de faire le tour du monde, ça a drivé un petit peu ton agenda. Et il y a d'autres entrepreneurs qui vont se dire, bah moi je voudrais passer le maximum de temps avec mes enfants, parce que je veux pas qu'on me reproche plus tard d'avoir pas été là, mais d'avoir offert en contrepartie du confort matériel, alors que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est pas du matériel, c'est du temps. C'est du temps. C'est de l'attention. Moi j'ai mis des petites choses en place, c'est que je pose le téléphone quand je rentre chez moi. Tu vois, j'ai un sas où j'essaie de vraiment morceler et de séquencer ma journée, mais j'arrive au sport tous les jours, j'arrive à apprendre de nouvelles langues, tu vois. Alors je fais pas des 4 heures de Duolingo par jour, mais tu vois, j'essaie de me concentrer pour niveler par le haut, tout simplement, et m'améliorer, on va dire, en tant que père, en tant qu'entrepreneur, en tant que comme humain, parce que c'est vrai que tu disais à 60 ans Bugatti, c'est pas forcément une fin en